Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Michelle Funk, je suis éducatrice en milieu familial. Je suis très contente de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast de la broue dans le toupette, un podcast où on regarde ensemble une situation challengeante avec les enfants et où je vous présente une perle du milieu familial. Donc aujourd'hui, notre question est un petit peu plus légère, c'est sur les jouets, c'est un sujet qui me passionne. Donc c'est une question qui nous vient de Marilyn. C'est la fête de ma 3 ans le mois prochain. Je sais plus quoi lui donner comme cadeau. On dirait que tout ce qu'on lui achète, ça dure 2 semaines et après, elle joue plus. On en a tellement partout. J'ai l'impression de vivre dans un Toys R Us. As-tu des conseils d'achat? Donc, bien sûr que j'ai des conseils d'achat. J'adore les jouets. J'adore le matériel que j'aime dire. Vraiment un sujet qui me passionne, les jouets. Donc, je vais vous en présenter physiquement pour ceux qui écoutent en vidéo. Si vous écoutez en audio, je vais vous mettre dans mes stories Instagram les photos du matériel que je présente aujourd'hui. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est Marie-Michelle Funk, toute collée avec 2 L. Donc c'est ça, je vais essayer de les présenter puis pas faire trop de bruit désagréable pour les gens qui nous écoutent en audio. Fait que pour les jouets, je vais vous présenter des jouets spécifiques que j'aime, que vous pouvez aller acheter, que les enfants aiment aussi. Ensuite, avec Marie-Ève, dans mon entrevue de tout à l'heure, on va vous parler plus de critères, de comment vous-même choisir des jouets, mais là, je vous présente des recommandations concrètes de qu'est-ce qui pogne avec tous les enfants. Mon jouet numéro 1, je vous le montre ici, c'est les tuiles magnétiques. Celles-là, c'est des Picasso Tiles. Dans le fond, c'est des carrés de plastique qui sont tous aimantés à chaque bout, donc on peut construire avec. On peut faire des belles grosses constructions. C'est les Picasso Tiles, mais la marque originale, c'est dans le fond les Magformers. Non. Les Magformers, c'est pas les bons. Donc, Magnetiles, c'est les originales. Magformers, c'est un autre produit que je ne recommande pas. Donc, je voulais vous en parler aussi. C'est ceux qui ont des trous. Les aimants sont beaucoup moins puissants. Les constructions sont beaucoup plus floppy. Elles tombent tout le temps. Donc, je vous recommande pas les Magformers. Je vous recommande les Picasso Tiles ou les Magnetiles. Ou, je pense que les Playbees aussi qui font des belles tuiles magnétiques. Ça revient environ à entre 50 sous et $1 la pièce. Fait que c'est un 100 pièces va te coûter environ 50 $. C'est un matériel que j'adore. C'est drôle parce que même les adultes aiment construire avec les Picasso Tiles. Elles sont colorées, on peut voir à travers aussi. Fait que même un bébé va aimer regarder le soleil à travers, voir le changement des couleurs. Donc vraiment un matériel que je recommande chaudement. Ensuite, les vrais instruments de musique. J'ai envie de vous sensibiliser au fait que les instruments de musique cheapo, qui sonnent vraiment pas bien, qui irritent les oreilles de tout le monde, ça amène pas les enfants à aimer la musique ben. Honnêtement, ça fait un peu le contraire. Sinon, on trouve pas ça beau. Eux autres non plus trouvent pas ça beau. Ils aiment ça piocher là-dessus juste pour le action-réaction. Mais il y a plein de choses qui permettent leur action-réaction et qui sont agréables pour les oreilles de tout le monde. Donc ici, je vous présente, ça s'appelle un tongue piano ou un kalimba. Dans le fond, celui-là, c'est un 7. Il y a 7 espèces de languettes de métal qu'on active avec les pouces. Donc, je vais vous faire écouter. C'est super beau. Celui-là, celui-là, il vient de la boutique La Grande Ourse à Montréal, mais vous pouvez en trouver facilement sur Amazon ou dans d'autres boutiques de musique. C'est vraiment de la belle musique. C'est super solide. Les enfants, ils l'ont déjà pitché, à mon grand désarroi, mais ils l'ont déjà pitché, puis ça brise pas, ça désaccorde pas, ça fait rien. Fait que j'adore ce petit instrument de musique. C'est un vrai, ça fait de la belle musique, puis c'est facile à activer. Même à 18 mois, 2 ans, elles sont capables d'activer les touches. Dans les instruments de musique, les shakers, tout ce qui est percussion est vraiment agréable. Des vrais, là. Allez au magasin de musique, trouvez des vrais en bois, pas la version boboche plastique, tu sais, un xylophone que toutes les notes sont désaccordées, c'est pas beau, là. Sinon, un ukulélé, celui-là, il vaut 30$ sur Amazon. Tu sais, c'est pas cher, même si les enfants le pèteraient. Honnêtement, ça fait
3-4 ans que je l'ai, personne l'a brisé, les cordes n'ont pas brisé. Tu sais, dans le fond, ma consigne, je surveille pas assidûment, là, mais ma consigne, c'est que les goupilles, c'est pour les adultes. Toi, tu peux gratter ici. Là, je m'excuse, je l'ai pas accordé. Mais même quand il y a des accordés, c'est quand même pas super agressant, comme une espèce de petite guitare boboche avec du fil à pêche, là, que ça sonne vraiment, vraiment irritant. Fait qu'un ukulélé, c'est vraiment un bel instrument, c'est à leur taille, ils aiment ça, faire comme les musiciens, ça fait vraiment une belle introduction à la musique. Fait que je vous encourage, achetez-en un cheap, là, pas besoin d'être la grosse qualité, mais au moins aussi il pète par accident, mais on se pratique à faire attention au matériel, on se pratique à entendre de la belle musique. Tu sais, quand je l'accorde, dans le fond, je l'accorde avec mon sel, il y a une application, il y en a des centaines en fait, faut que tu fasses une recherche pour un accordeur de ukulélé, mais après ça, tu sais, dans le fond, tu fais une note à la fois, puis là, tu bouges la goupille jusqu'à temps que ça soit sur la ligne verte, c'est vraiment super facile, même les non-musiciens sont capables. Puis là, ça aussi, ça les sensibilise aux notes, à plein de choses, fait que j'adore un vrai ukulélé dans la maison. Acheter aussi le support pour l'installer au mur, je trouve ça tellement beau. Là, le mien, il a brisé, mais en fait, pas le support qui a brisé, mais le mur qui a brisé. Mais c'est vraiment beau, je trouve, comme décoration, tu sais, murale, là, quand tu vois, mettons, vous en achetez 2 ou, tu sais, même juste un. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment beau dans un milieu de garde comme décoration murale. Ensuite, j'ai des shakers, mais vous savez c'est quoi un shaker. Moi, j'aime beaucoup ces animaux-là qui sont beaucoup plus gros que des Sledge normales. Les Sledge, ça, c'est la marque là, de ceux qu'on voit le plus souvent. Là. Ils sont quand même chers, mais c'est vraiment des belles figurines. Moi, j'aime eux. Ils viennent de Learning Resources sur Amazon. Je pense qu'ils étaient comme 40$ pour 5 figurines. Fait que tu sais, t'achètes 2 kits, mettons la jungle puis les animaux domestiques. Ils ont aussi des duos maman-bébé que je trouve vraiment beaux. Mais je sais pas si vous voyez comment ils sont gros, là, dans le fond, c'est vraiment plus attirant pour les enfants de jouer avec des grosses figurines comme ça. Fait que, bon, j'ai l'ours polaire puis le tigre aussi pour vous montrer là, à quel point ils sont gros dans ma main. Même pour une petite main de bébé, là, c'est des gros animaux. Ils sont super durables, tu sais, ils ont pas de trou que l'eau peut rentrer dedans, fait que c'est des jouets de bain incroyables aussi. Ils sont très usés parce que mes enfants les jouent avec énormément, mais sont très très durables. Ils sont encore beaux, là, c'est juste un peu la peinture qui est chippée parce qu'à un moment donné, on faisait une promenade puis il a glissé sur l'asphalte. Tu sais, ça en prend beaucoup là pour chipper la peinture. Parce que j'adore ces gros animaux-là de Learning Resources. Je les ai pris sur Amazon, mais je pense qu'ils les ont ailleurs. En tout cas, Learning Resources, en général, c'est vraiment du beau matériel. Sinon, je voulais vous parler... la dernière chose dans les jouets, j'aime bien la marque Green Toys pour les transports. Là, je l'avais, mais les enfants jouaient avec. Dans le fond, moi, j'ai l'hélicoptère, le camion de poubelle, l'avion. La texture est vraiment agréable. C'est un plastique, mais qui est quand même dur, mat, vraiment solide. Là, j'ai aucun de mes Green Toys qui ont brisé. Je vous conseille cette marque-là là, si vous cherchez des transports. Les couleurs sont un peu off aussi, que j'aime bien, que ça soit pas trop pétant. Vous commencez à me connaître. Fait que c'est ça. Sinon, moi, ce que j'aime faire, tu sais, si vous êtes jeune maman, que vous voulez instaurer les traditions avec les enfants, moi, ce que j'ai instauré avec mes enfants et avec ma famille plus qu'avec mes enfants, c'est qu'on y va pour un cadeau collectif. Donc, à chaque fête, mes enfants ont un cadeau de fête au lieu de 46. C'est en partie pour éviter de s'encombrer, mais aussi pour garder un certain contrôle du matériel, vu que je suis une personne quand même picky. J'aime pas les jouets à batterie, j'aime pas les jouets qui enseignent quoi que ce soit. Je suis vraiment un peu gossante avec mes jouets, puis c'est défaut professionnel, là, c'est ma job, fait que c'est normal que j'aille plus d'opinions que la moyenne. Mais ce qu'on fait, c'est un cadeau collectif. Fait qu'au lieu d'avoir comme plein de cadeaux à 10$, 20$, 30$, on se met tous ensemble, on cote, puis on achète un cadeau plus à 100, 150$. Fait que dans les années passées, j'ai acheté ma belle balançoire sensorielle, c'est la marque Dream Gym. Oui, Dream Gym.
de la misère à parler en anglais, coudonc, Dream Gem, qui, j'ai pris sur Amazon bien sûr, elle vaut comme 125 à peu près la balançoire. C'est vraiment une texture agréable. Les enfants aiment beaucoup ça, surtout les enfants intenses, là, ça fait un input sensoriel vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup utilisé la balançoire, puis on l'utilise encore, là, ça fait... Je pense que ça fait 5 ans qu'on l'a, puis elle est encore en parfait état, là. Tu mets un crochet au plafond, dans le fond. Je l'ai recommandé à plein de monde, puis tout le monde l'adore. C'est vraiment une belle idée de cadeau. Sinon, la grosse bascule, là, je sais pas si c'est comme une grosse demi-lune. Il y a plusieurs boutiques qui la vendent. Moi, je l'ai acheté de MA Fabrique, qui est une entreprise lavalloise près de chez moi qui travaille le bois. Je pense que Steve Genèse en a aussi à vérifier, mais c'est un autre cadeau à 150-200 $ qui est vraiment le fun. Extra utilisé. La bascule, c'est un de mes coups de cœur, la grosse bascule de bois. Je vais mettre des photos sur mon Instagram. Je vous invite à aller voir. Ensuite, un kit de unit blocks, des blocs d'unité. Je sais pas si vous connaissez ces gros blocs-là. Tu sais, dans le fond, le petit unit block, il doit faire 6 pouces de long. Après ça, t'as le double, le triple, le quadruple. Fait que, tu sais, t'as des grosses baguettes. T'es pas obligé de les prendre si t'as un bébé de 18 mois, là. Mais c'est vraiment comme des blocs de bois finis, d'habitude érables, tu sais, sont pas peinturés. Et on peut faire toutes sortes d'affaires. Puis c'est un jouet qui reste dans le temps, le vu qu'il est justement tellement versatile. Un kit de unit blocks, ça peut valoir cher, fait que c'est un beau cadeau collectif à se mettre tous ensemble pour l'explorer. Ça aussi, c'est un jouet, là, je pense depuis que je les ai jamais sortis de la salle de jeu parce que les enfants jouent tout le temps. Les petites pièces peuvent devenir une chose, les grandes pièces peuvent faire des routes. C'est vraiment un matériel qui est vraiment super cool. Fait que j'ai parlé de ma balançoire, ma bascule, mes unit blocks. Sinon, des vélos d'équilibre. Ça aussi, ça vaut une centaine de piastres. La compagnie Coco Village qui fait des belles draisiennes en bois. C'est sûr que c'est pas des vélos qui peuvent vivre dehors, là, mais les petits vélos ou même le moyen, moi je les laisse faire du vélo à l'intérieur, ils tournent autour de l'îlot. Tu sais, les journées de pluie, là, à un moment donné, ils ont besoin de se dépenser beaucoup, fait que moi je les permets en dedans, ces vélos-là. Tu sais, ils font pas vraiment de bruit quand ils roulent, tu sais, ils sont pas super lourds. En tout cas, moi je les trouve merveilleux. Puis le vélo d'équilibre amène tellement de belle musculature. Puis tu sais, moi, mes enfants, ils ont passé du vélo d'équilibre directement. Ben, je dis mes enfants, non, mon aîné, là, mon petit 2 ans, il est pas encore prêt pour le vélo à pédale, mais Arnaud a passé du vélo d'équilibre directement au vélo à pédale sans les petits trous parce qu'il avait tellement développé son équilibre. Il restait juste à apprendre à pédaler, puis ça s'est fait vraiment rapidement. Je pense qu'à 3 ans et demi, 4 ans, là, il faisait déjà du vélo à 2 roues. Donc, vélo d'équilibre, je vous le recommande. C'est vraiment un beau cadeau collectif. Puis laissez-les jouer en dedans. Essayez-le. Si votre maison s'y prête, bien sûr, là, dans un appartement avec des voisins en dessous, c'est peut-être moins nice. Quoique, c'est peut-être plus nice ça que qui court. En tout cas, à vous de voir. Sinon, j'ai aussi donné une brouette qui est... tu sais, quand on veut se départir de mettons, la poussette chipot du Toys R Us, tu sais, qui a fait un mauvais bruit quand elle tombe, elle est gossante, elle a tout le temps à avoir des jambes. Le panier d'épicerie, tu sais, tout ce qui roule dans le fond peut être remplacé par une brouette, qui est la brouette que j'ai pris aussi sur Amazon, qui valait, je pense qu'elle était genre 125 aussi. Je vais la mettre en story. Dans le fond, je pense que c'est la marque Radio Fly. Faudrait que je vérifie. Mais cette petite brouette-là, elle peut être un chariot d'épicerie, elle peut être une voiture, elle peut être une poussette pour les bébés, elle peut servir que les enfants se poussent entre eux. En tout cas, c'est vraiment le fun. Ça peut servir de trotteur aussi. Si tu sens avoir des trotteurs qui traînent partout quand tu as un pré-marcheur. Moi, j'ai jamais voulu de trotteur dans ma maison. Puis dehors, tu sais, c'est raboteux, ils ont de la misère à marcher avec ça. En tout cas, j'ai remplacé le trotteur par la brouette. Puis la brouette, dans le fond, celle que j'ai pris à ce bord. Puis les roues, tu sais, ils vont pas trop spinner out of control. Mais ça a remplacé beaucoup de choses dans ma maison. Ensuite, une maisonnette. C'est-à-dire la maison Ikea en bois. C'est un carré collectif, mais tu sais, vous pouvez peut-être mettre d'autres choses avec parce qu'elle vaut pas si cher que ça, mais elle est exceptionnelle.
ça remplace la ferme, ça remplace l'écurie, le garage, la maison de poupée, ça remplace comme toutes ces choses-là parce que c'est neutre, fait que les enfants peuvent jouer avec selon l'envie du moment au lieu d'avoir, tu sais, les Fisher-Price, tu sais, d'avoir la version maison, la version garage, la version écurie, la version grange, toutes les versions. Avoir la maison Ikea, ça permet tout ça en même temps. Fait que voilà mes suggestions cadeaux. Les fêtes des enfants, c'est un moment vraiment beau. Puis, tu sais, passer du temps avec notre famille, c'est suffisant. J'ai envie de dire que mon souhait avec mes enfants a toujours été d'enlever l'accent sur le matériel. Ta fête, le beau de ta fête, c'est que tous tes amis sont là pour toi, que toute ta famille est là pour te dire qu'ils t'aiment. C'est une belle journée, c'est tellement spécial. Je vois pas l'intérêt d'avoir, tu sais, 10 puis 20 cadeaux, là. Je trouve que on est dans une société de surconsommation au max. Puis, tu sais, tu demandes à Arnaud en ce moment, tu t'en souviens-tu de ton cadeau de fête de 3 ans? Oui. Premièrement, il s'en souvient, puis on joue encore avec. Tu sais, une année, ça a été l'arc-en-ciel Grimm, peut-être que ça, c'est un peu niché, là, c'est juste moi qui tripe là-dessus, mais c'est aussi du matériel qu'on utilise encore, tu sais, quand vous voyez du matériel qui vaut cher, peut-être en cadeau collectif, ça serait une belle idée. Au lieu d'avoir probablement des jouets du Dollarama, même du Toys R Us, ça pète, là, moi, mes enfants, ils pètent. J'ai acheté un jouet, tu sais, c'est la semaine de relâche, j'ai acheté un jouet pour mon fils, pour lui faire plaisir, puis le lendemain, c'était brisé. Ça m'a coûté 20$ et le lendemain, c'était brisé. Mes enfants sont rough, j'en suis consciente, là, mais ça me fâche tellement que les jouets durent pas dans le temps comme ça, là. Fait que, c'est ça, acheter du matériel durable, physiquement, mais aussi dans l'intérêt, c'est-à-dire du matériel qui sert à tout et n'importe quoi, va vous durer beaucoup plus longtemps que du matériel cheapo qui sert à une chose. Fait que voilà, c'était mon petit éditorial sur le matériel et les jouets. Je vous laisse avec une entrevue que j'ai faite avec mon amie Marie-Ève Baudry, que vous avez déjà vue sur le podcast, qui est une personne tellement pertinente, tellement intéressante que je l'ai réinvitée pour un 2e épisode. Puis elle nous parle un peu de ça, des jouets, du matériel. Elle aussi, elle nous montre des exemples. Ça sera tout sur mon Instagram aussi, là, les exemples qu'elle aura donnés dans la vidéo. Sinon, vous pouvez aller sur YouTube et écouter la version vidéo si c'est plus facile pour vous de les voir en direct. Je vous souhaite une bonne écoute. Allô Marie-Ève, ça me fait plaisir de te réaccueillir pour une 2e présence à mon podcast. Ben bonjour Marie-Michel. Aujourd'hui, on va parler de grands sujets qui nous passionnent, les jouets. Ça, c'est vraiment la base, hein. Une des raisons pour laquelle on aime ça avoir un milieu éducatif, pouvoir aller acheter plein de jouets. Exactement. Puis je pense que c'est très excitant aussi quand t'as des enfants ou quand t'as même pas des enfants à toi, mais des enfants dans ton entourage. On dirait que tout le monde veut acheter des jouets, tout le monde veut le jouet le plus cool. Puis je pense que nous deux, on a quand même des choix quand même alternatifs. On n'est pas du genre à dévaliser le Toys R Us. On est quand même extra picky des choses qu'on aime. Ouais. Fait que je pense que c'est intéressant qu'on en discute puis qu'on mette... on essaie de structurer un peu nos idées puis nos façons de voir ça parce que c'est vraiment pas une critique envers les jouets traditionnels. Y a personne qui est dans la violence parce qu'ils ont des jouets de plastique du Dollarama. Ce qu'on dit, c'est que il y a moyen, quand t'es passionné de jouets, quand tu veux vraiment le meilleur du meilleur, d'aller une petite coche plus loin puis c'est vraiment le fun de parler des jouets. Fait que on y va d'emblée. Où est-ce que t'aimes magasiner tes jouets? J'ai dit qu'on n'est pas du genre à aller dévaliser le Toys R Us. Où est-ce que tu vas pour tes jouets?
C'est-à-dire pour les jouets ou pour le matériel que j'utilise, parce que souvent c'est pas des jouets, ça va être des pièces. Il y a certaines boutiques spécialisées, par exemple, présentement il y a beaucoup les jouets Ciboulot qui offrent du matériel libre et polyvalent de qualité, beaucoup de Grimm, de Grappa, de trucs comme ça. Si vous connaissez ces deux compagnies-là. Sinon, les magasins d'articles usagés là, à Saint-Vincent, Renaissance, peu importe, où tu vas pouvoir trouver des pièces différentes, des jouets différents que tu trouveras pas nécessairement dans les allées du Walmart ou les magasins de cuisine. Les magasins de cuisine, c'est beaucoup un endroit où on peut trouver des beaux objets pour les enfants, par exemple. Tu sais, ici, j'ai un petit bol de bois tout simple qui peut être utilisé pour un bébé, pour mettre dedans, pour cacher, pour tourner, mais qui peut être utilisé pour un grand, pour trier, pour servir de bol, pour nourrir son bébé, pour mettre ses découpages, donc qui peut être utile à pour plein de jeux. Puis qu'on peut trouver en magasin de cuisine, parce que l'intérêt des magasins de cuisine, c'est que habituellement, c'est des objets qui vont bien se nettoyer si on est en petite enfance, puis qu'on pourra être porté à la bouche aussi. Parce qu'évidemment, il faut toujours faire attention au vernis, à la composition, à tout ça, de pas mettre juste des objets pour des objets. L'intérêt des jouets, c'est justement qu'ils sont homologués, mais justement des pièces qui viennent de magasins de cuisine, souvent ont un peu les mêmes vertus. Donc, c'est souvent les endroits où je magasine, soit des endroits spécialisés en matériel vraiment éducatif ou des magasins qui ont absolument rien à voir avec les jouets. Je trouve ça intéressant. Là, tu m'amènes sur une piste que j'ai envie de discuter. C'est quoi la clé pour un jouet qui va durer dans le temps? Ça serait quoi la caractéristique qui ferait que l'enfant va se tanner après 2 semaines versus l'enfant va l'utiliser encore 6 ans plus tard? En fait, est-ce que le jouet fait quelque chose par lui-même? Ou est-ce que le jouet impose une façon de jouer? Ou est-ce que le jouet est plutôt ouvert puis permet la créativité de l'enfant? C'est-à-dire, je vais prendre j'ai un tissu là ici là qui va être mon jouet que je préférerais. Par exemple, si j'achète un déguisement à l'enfant, je sais pas moi, un déguisement de robot. Parce que présentement, il aime les robots. Hein, souvent, les intérêts des enfants, ça va, ça vient, puis ça change. Donc, il aime les robots. Il va être super content de son déguisement de robot. Puis c'est correct aussi des fois d'offrir des jouets juste parce qu'il va être super content de son déguisement de robot. Là. Je dis pas qu'on doit pas faire ça, mais il va jouer au robot avec. Mais à un moment donné, son intérêt de robot, il va diminuer. Puis ça va être plus difficile de transformer son déguisement de robot, puis il va finir par rester dans le bac simplement, puis il sera plus utilisé, puis on va se dire mais voyons pourquoi est-ce qu'on avait investi dans un déguisement de robot. Tandis que si j'offre là c'est une soie, mais il y a différentes sortes là. Si j'offre un tissu libre, l'enfant, surtout qui va être habitué de jouer avec du matériel libre, va pouvoir se déguiser, va pouvoir déguiser un robot avec un tissu vert, premièrement, verra aucun problème. Si son intérêt, c'est des robots, il va se faire des robots avec la boîte de céréales. Il y a pas de problème. Puis ensuite, ça peut devenir, peut-être qu'après, il va aimer les dinosaures, puis ça va être le gazon pour ses dinosaures. Peut-être qu'après, il va aimer vouloir faire des cabanes, puis ça va être pour faire des cabanes. Peut-être que ça va être pour faire un porte-bébé pour ses bébés. Peut-être que pour l'enfant suivant, ça va devenir aussi autre chose. Donc, ça fait qu'on sort des intérêts, puis on sort du juste temporaire pour aller dans le long terme. Plus le jouet sert à rien, plus l'enfant va pouvoir jouer. Parce que l'enfant va pouvoir le mettre en action, va pouvoir mettre tout son développement puis tous ses intérêts en lumière pour pouvoir vraiment s'investir dans un jeu qui va correspondre à là où il est dans sa vie. Tandis que si on met un jouet à caractère défini, à usage défini, il va servir pendant une période définie. C'est super intéressant. Ça me donne envie de parler de 18 choses. OK, première chose. Ce concept-là du jouet à usage défini versus le jouet ouvert s'applique beaucoup plus qu'au tissu et aide aussi à l'épuration des milieux. On n'a pas besoin, quand on a un tissu, d'avoir 14 déguisements, plus le porte-bébé, plus... On n'a pas besoin d'avoir... ce tissu-là, ce que je veux dire, c'est qu'il remplace genre 40 objets dans ma maison. C'est vrai pour
beaucoup de trucs. Ici, j'ai des bonhommes qu'on appelle des peg dolls, des poupées peg. Mais bon, j'ai jamais vu ça en français. Ces bonhommes-là là, peuvent être des princesses, des chevaliers. Là, ils ont de la couleur, mais on peut très bien les utiliser en bois seulement. Ils ont pas de visage. Ils peuvent être contents, ils peuvent être fâchés. Ça peut être des bébés, ça peut être des adultes, des grands-parents. Et là, si je vous montre ce bonhomme-là, qui est, pour ceux qui nous écoutent en audio, un personnage de chevalier, il a son bouclier, son épée dans une position définie, il peut pas bouger, il est tout le temps dans sa même position. Donc quand l'enfant voit ce jouet-là, il a un jouet ou un jeu en tête qu'il doit exécuter. Quand l'enfant voit plus des peg dolls, des espèces de si je les décris, là, c'est des bonhommes qui ont pas de visage. Ils ont juste une boule de bois sur une espèce de cône de bois. C'est toutes des images que je vais mettre dans mes stories Instagram, là. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Marie-Michel Funk, tout collé. Je vais les mettre dans mes stories archivées, là, tu sais, celles qu'on peut aller voir facilement. Fait que le jouet ouvert versus le jouet fermé, c'est ça qui va permettre d'avoir une salle de jeu où on en a moins et aussi qui va permettre que l'enfant joue plus longtemps avec les jouets. Oui. Puis plus l'enfant va être en contact avec le même jouet ou le même matériel, plus il va pouvoir les faire évoluer aussi. Parce que si il y a toujours, sinon, ce qu'on fait souvent, c'est susciter l'attrait de la nouveauté. OK, je me tanne de ça, donc j'en ai besoin d'autres, j'en ai besoin de plus, j'en ai besoin des différents. Tandis que si le matériel est de base, les enfants vont mettre leur créativité en valeur, puis on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'un enfant va faire ça. C'est-à-dire, si votre enfant met peu sa créativité en valeur, c'est peut-être une réflexion à avoir justement sur est-ce que la nouveauté est vraiment son seul intérêt. Puis de quelle façon est-ce qu'on pourrait revenir un peu à la base, revenir à un moment où l'enfant se met vraiment en action dans son jeu plutôt qu'être un peu spectateur du jeu. Exactement. Puis ça m'amène à parler des jouets pour les petits bébés. Ça ressemble à quoi les jouets que tu proposes à des petits enfants? Parce qu'en boutique, ce qu'on va voir souvent, il va y avoir de la lumière, des sons incroyablement irritants pour moi. Je pense pour mes bébés aussi, mais bon, ça sera à confirmer avec eux. Fait que son, lumière, alphabet, chiffres, c'est pas mal ça que tu vois dans l'allée au Walmart. Qu'est-ce que tu proposes à tes bébés? Ben en fait, dans ce que tu viens de nommer, ce qui ressort, c'est le sensoriel, mais le sensoriel mis à puissance 1000. Ce qu'on veut, c'est des jouets sensoriels, mais doux. C'est-à-dire des jouets sensoriels où justement l'enfant encore sera pas acteur. Si j'ai une bébelle avec des piles là, que j'appuie sur un bouton puis qui se met à m'animer, ben ça revient un peu à comme si j'étais devant un écran, c'est-à-dire je suis spectateur puis j'attends qu'il m'anime puis qu'il m'amuse. C'est-à-dire que moi je vais pas être en action. Moi ce que je veux c'est que mon bébé bouge, manipule, découvre, mange, soit en relation avec les objets aussi. Donc si je reprends mon petit bol de tantôt, ben avec celui-là s'il veut il va pouvoir en faire du son. Il va pouvoir le faire lui-même. Il va pouvoir tester quel son ça fait si je cogne sur la table, quel son ça fait si je cogne sur mon ami, quel son ça fait si je tombe dans mes mains, si je cogne autre chose dedans. Donc, avec ce petit jouet-là, il va pouvoir avoir l'aspect sensoriel, un sensoriel significatif, pas le sensoriel de plastique où tous mes jouets de plastique ont le même ressenti sensoriel, ça m'amènera rien. C'est important que je sente des textures différentes si je veux élargir mes horizons. Puis évidemment, ça sera pas juste par des jouets. Mon vêtement aussi a des textures, le tapis des textures, le plancher de textures, le gazon des textures, tout vient un peu autour de ça. Les jouets un peu qui essayent de nous apprendre les couleurs ou des choses comme ça, c'est un peu une mauvaise conception, j'ai l'impression, du développement de l'enfant. C'est-à-dire le ciel est bleu, le gazon est vert, les fleurs sont colorées, ton vêtement est rayé rouge et jaune. Les couleurs sont partout dans l'environnement de l'enfant. Il n'y a pas besoin d'avoir une bébelle qui va lui apprendre les couleurs. Tu as rien besoin de dire « t'as mis un chandail rouge aujourd'hui. Tu flattes le gazon vert. » Pas besoin de lui demander non plus de quelle couleur est le gazon, juste mettre le vocabulaire des couleurs dans sa vie. Puis il va les apprendre. Là. C'est pas un problème. Donc on n'a pas besoin d'une bébelle qui va aller nous apprendre ces notions-là qui vont se retrouver dans le quotidien de l'enfant de façon beaucoup plus significative
puis qui va retenir beaucoup plus. Donc, je dirais avec le bébé, c'est des objets vraiment qui sont riches en sens, mais en exploration sensorielle, excuse-moi, mais qui va pouvoir faire lui-même. Pas quelque chose qui va se mettre en action devant lui. Quelque chose qui va avoir vraiment une richesse, des sons différents, mais pas des sons, pas de pile. Des choses, que ce soit des sons quand tu agites, quand tu cognes, pas juste quand c'est devant toi sur la table. Des choses à toucher, des choses que tu peux porter à la bouche énormément, hein, pas des choses que non, on touche juste avec les doigts. Si je suis un bébé, j'ai besoin d'explorer avec ma langue, avec ma bouche. Donc quelque chose qu'on peut vraiment porter à la bouche. Puis sinon des choses pour voir de différentes façons, pour regarder à travers, pour se cacher, pour vraiment se mettre en action, pour remplir, pour déplacer, donc pour pouvoir vraiment faire des actions. Plus tu prends un objet, puis que tu peux dire combien d'actions ton enfant pourrait faire avec cet objet-là, ben plus il y a des chances qu'il soit riche. Effectivement. J'ai envie de rajouter la lourdeur des objets. Oui. Tu sais, on a de l'air à détester le plastique, là. C'est pas qu'on déteste le plastique. T'as du plastique chez toi, j'en ai chez moi. Le problème ou on va dire l'inconvénient, c'est quand que t'as que du plastique. C'est qu'on veut amener un environnement riche et varié. Puis quand tout est en plastique, c'est-à-dire des fois je vois des balles sensorielles, là, un kit de balles sensorielles. C'est tout du plastique. Donc, même s'il y en a un qui a des bosses puis il y en a un qui a des lignes, c'est pas ça du sensoriel. Il faut qu'il y ait du poreux, du rugueux. Il faut qu'il y ait peut-être que du métal, c'est froid. Fait que, concrètement, as-tu des exemples concrets à nous dire? Ça ressemble à quoi le matériel que tu trouves, mettons, au Saint-Vincent-de-Paul, là? Ça dépend. Souvent, tu trouves des choses que tu y attends pas, premièrement, que tu sais pas qu'est-ce que tu vas trouver. Je vais regarder derrière moi qu'est-ce que j'ai, par exemple. Des petites boîtes comme ça. Des boîtes, c'est super intéressant parce que les enfants sont encore en apprentissage de la permanence de l'objet quand ils sont petits, mais même quand ils sont plus grands. C'est quand même long à ce que ça se stabilise, puis il y a plusieurs étapes à ça. Donc, d'avoir des boîtes pour cacher, pour faire des cadeaux, pour trier, ça encore, hein, ça peut être le fun pour des petits, ça peut être le fun pour des grands. Mais comme tu disais, hein, pas trop lourd. C'est important que si ça tombe sur le pied, si ça tombe sur la tête, ça soit pas trop lourd, là. C'est super important de pouvoir aussi le prendre pour le manipuler. Comme c'est là, il n'a pas de loquette, tu peux même pas te coincer le doigt dedans. Donc ça, c'est le fun. C'est un trésor. Encore une fois, moi, j'ai pas de poupon dans mon milieu éducatif. Parce que pour un poupon, je suis pas certaine, moi, c'est quoi le vernis qui est utilisé sur ça. Je suis pas certaine que je laisserai un bébé qui porte à la bouche. Présentement, c'est pas la réalité de mon groupe. Donc, ça peut être offert. Ensuite, qu'est-ce que tu parlais tantôt de métal? Des petits bols à cuisiner comme ça en métal, c'est super le fun, c'est résistant, ça se lave bien, ça a plein d'opportunités de son aussi. Parfois, ça en a trop d'opportunités de son. Hein. À ce moment-là, c'est pas nécessairement obligé d'être offert ou en grande quantité. Donc ça, c'est super le fun à trouver. Ça coûte pratiquement rien. On peut en faire des constructions, on peut faire plein de choses avec ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les bols aussi qu'on peut beaucoup trouver justement en usager ou dans nos cuisines. Des bols qui sont plus grands, qui sont pas très, très lourds. Parce qu'on peut aussi venir les utiliser, bon, comme je disais, pour cuisiner, pour construire, pour cacher notre tigre ou peu importe, pour servir de base pour nos constructions, mais aussi on peut marcher dessus. Hein? Pas nécessairement besoin d'avoir du matériel super spécialisé qui se vend pour faire des parcours, là. Des bols, ça fait très, très bien. On peut s'asseoir dedans pour tourner. Encore une fois, pas besoin de 40 000 objets à usage défini. Un bol, plein d'usages, ça fait qu'on va avoir plus de jeux et pas d'encombrement. Moi, j'aime bien aussi les objets qui sont beaux. C'est-à-dire que si ça traîne dans mon salon, si ça traîne peu importe où, ben au moins, je serai pas agressée toujours parce qu'il traîne. Ça peut être, comme je disais, hein, tantôt dans les magasins de cuisine, mais souvent dans les magasins usagés, tu peux trouver plein de trucs de cuisine. Par exemple, une passoire. C'est simple, une passoire. Tu peux mettre des choses pour les transporter. Tu peux travailler ton équilibre. Tu peux mettre des trucs dans les trous, par exemple, pour faire du lassage ou peu importe. Il y a différentes façons de l'utiliser. Ou une autre chose qui est intéressante, c'est des objets uniques pour présenter le matériel, pour que le matériel il soit attrayant pour être utilisé, un peu comme un buffet ou
souvent, on se rend compte dans certaines salles de jeu, à la maison ou en milieu éducatif, que les enfants prennent toujours le même matériel parce que c'est ce qui est connu, puis c'est ce qui est vu, c'est ce qui est à la vue, puis moins ce qui est rangé. Donc, c'est intéressant de proposer du matériel de façon agréable. Si je vais dans un buffet, je vais avoir le goût de goûter un peu à tout, mais c'est un peu la même chose avec les jouets. Souvent, la comparaison que je donne, c'est quand toi, tu vas dans une bijouterie, tu vas être un peu plus réservé, tu vas un peu plus pointer ou demander. C'est pareil pour une salle de jeu qui serait très, très fermée. Tandis que si tu vas au Ikea, tu vas aller essayer le lit en grimpant dessus, puis en essayant ta passoire, est-ce qu'elle fonctionne bien dans l'évier? Donc, c'est un peu ça qu'on veut comme salle de jeu. Un peu plus d'Ikea, un peu moins de bijouterie. Donc, ça passe aussi dans les façons de présenter. C'est super intéressant. J'aime beaucoup aussi la section du Dollarama. Tu sais, c'est sûr que là, tu parles de matériel de cuisine, c'est du matériel qui peut être dispendieux, mais tu sais, Dollarama a une super belle gamme. Je pense que t'es fan aussi en bambou. Oui. La section cuisine au Dollarama est vraiment intéressante. Oui, il y a vraiment du très beau matériel. Là, j'en ai pas autour de moi, mais j'en ai beaucoup de matériel en bambou comme ça. C'est vraiment, et puis c'est durable, là. Cette section-là, moi, tout ce que j'ai acheté de cette collection-là est vraiment durable, là. C'est vraiment surprenant. Parlons-en du Dollarama. Quand tu te promènes au Dollarama, mettons, qu'est-ce qui attire ton œil? C'est quoi tes critères pour qu'est-ce que tu vas rentrer chez toi, puis qu'est-ce qui va rester au Dollarama? C'est-à-dire qu'au Dollarama, il y a deux choses. Il peut y avoir des ajouts au matériel de base, là, comme on disait, certaines pièces uniques qui n'ont pas l'usage de jouets, qui me paraît sécuritaire, qui me paraît intéressante pour les enfants, puis qu'on peut avoir souvent en petite quantité. Ça peut être intéressant. Souvent des choses pour présenter, c'est-à-dire des nouveaux plateaux, des nouveaux bacs, des nouvelles façons de présenter. Ou sinon du matériel qui va être à usage unique. C'est-à-dire ce que je sais qu'on n'utilisera pas nécessairement pendant très longtemps, qui ne demande pas nécessairement un grand investissement, comme par exemple les autocollants ou des trucs comme ça là pour bricoler ou pour faire certaines activités temporaires. Et après ça, je vais ranger puis que je vais sortir juste l'année prochaine au même moment de la saison. De pas en avoir trop, c'est important. Mais il y a des belles choses au Dollarama. Il y a du n'importe quoi, puis il y a aussi du très, très beau. C'est-à-dire, il faut essayer de pas acheter juste de la camelote parce que ça va être beau. Moi, je sais que les choses, on peut les réutiliser d'année en année. Mais c'est important c'est important de pas se laisser trop emporter par le « oh, c'est cute ». Oui, c'est cute, mais t'en as déjà 3, pareil, qui ont la même utilité à la maison. T'as pas nécessairement besoin de celui-là. C'est aussi ça, c'est de se restreindre un peu dans qu'est-ce qu'on amène de nouveau, même si c'était nouveau, même si c'était beau. Nous, en tant qu'adultes aussi, on est portés vers ça, la nouveauté. Il faut des fois se restreindre de « oui, c'est beau. C'est beau présentement, je peux voir que c'est beau, mais est-ce que j'en ai besoin que ça soit dans ma vie? Pas nécessairement, là. » Parce qu'il y a quand même un côté néfaste à en avoir trop. Ouais. J'ai envie qu'on en parle de ce côté épuration. Là, je te dirais que quand mon premier était petit, l'épuration, c'était plus naturel pour moi. Puis t'en as parlé dans l'autre épisode qu'on a fait, c'est-à-dire que au début, t'achètes tes jouets, t'as cette quantité-là, puis c'est une bonne quantité, tu les as choisis, mais honnêtement, comme maman, après là, mon grand 6 ans et demi, là, après 6 fêtes, puis Noël, puis Pâques, puis je me retrouve vite encombrée. Fait que oui, faire des bons choix, c'est-à-dire le matériel ouvert va demander moins de duplicata, là, tu sais, j'aurai moins de 6 versions. Tu sais, la ferme, l'écurie, la maison de poupée, si j'ai juste la maison Ikea en bois, elle fait toutes ces utilités-là. Fait que ça, mais ensuite, ça serait quoi pour toi les côtés moins beaux d'avoir trop de matériel, les garderies ou les maisons qui débordent? Oui, c'est certain que moi, comme j'ai pas d'enfant à moi, j'ai pas tout ça, là, les jouets qui rentrent, que j'ai pas choisi puis qui arrivent dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai pas. Donc déjà, j'ai pas à gérer. Parce que ça, c'est sûr que je trouverais ça probablement difficile. Il faudrait que je mette beaucoup de balises sur qu'est-ce qui rentre dans ma maison. C'est-à-dire, si on a trop de jouets, les enfants vont moins jouer. Vraiment, ils vont avoir moins d'espace. Ils vont avoir trop d'opportunités. Souvent, on a l'impression que il faut pas restreindre les enfants pour qu'il y ait plus de créativité. Souvent, c'est le contraire en petite enfance. Et
ils réfléchissent pas comme nous, hein. Puis d'avoir certaines balises, d'avoir certains encadrements, ça va leur permettre d'être plus créatifs, d'avoir moins de jouets, ça va leur permettre d'être plus créatifs parce qu'ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tandis que si en ont trop, ils sauront plus. C'est difficile de faire des choix quand on est petit. Puis si on se retrouve devant trop de choix, on va en faire aucun. Donc, c'est important d'avoir moins de choix pour pouvoir faire plus de jeux. Même si ça semble un peu contre-intuitif là par moment. Donc ça, c'est parce qu'on rentre vraiment dans une roue. On rentre dans une roue parce que là, nos enfants, j'ai full de jouets, mais mon enfant joue pas. Ouais. Alors, mon réflexe, là, quand j'ai pas accès à ces raisonnements-là, c'est de dire, je vais aller au Toys R Us et trouver des nouveaux jouets. Et là, tu rentres encore plus de jouets. Puis même les enfants, le rendu à 5-6 ans, là, ils nomment très bien. Je suis tannée de mes jouets. Je veux des nouveaux jouets. Mon ami, ses jouets sont bien plus cool que moi. Si tu rentres au Dollarama avec un enfant de 5 ans, en tout cas, le mien, il veut acheter tout, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, on rentre. Alors que si on faisait un ménage, si on en avait beaucoup moins de sorties, beaucoup moins... Tu sais, il y en a qui utilisent la rotation. Je sais que toi, t'es pas tant fan, mais la rotation des jouets permet au moins d'en avoir moins. Ça peut être un bon premier pas quand on est dans une maison surchargée. Ben, c'est-à-dire la rotation des jouets est pas pareil. Déjà, l'angle est pas pareil du tout si c'est avec ton enfant à la maison qu'en milieu éducatif. Donc, la rotation des jouets en milieu éducatif, moi, je dis faire très, très attention. La rotation des jouets à la maison, où c'est ses jouets, puis il y a un certain pouvoir sur qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est enlevé, OK, beaucoup plus. Pour un milieu éducatif, je préfère moins parce que le matériel de base permet tellement une meilleure évolution, puis des meilleurs jeux puis une meilleure dynamique, selon moi. À la maison, c'est vraiment pas pareil. Par exemple, moi, souvent, je conseille aux parents, nous, on a une super joujoutech dans notre région, vraiment absolument merveilleuse, où si moi, j'avais des enfants, j'aurais que du matériel de base en petite quantité. Mettons, si je pouvais restreindre tous les autres cadeaux d'entrée dans ma maison. Puis tout le reste, pour ce qui est de la rotation, ce sera à la joujoutech, parce qu'en plus, j'aurais pas besoin de l'entreposer. Quand c'est fini, je vais le reporter, entreposer-le. Si ça m'intéresse, j'irai le chercher dans 2 mois. Puis comme ça, je pourrais avoir une rotation, parce qu'aussi, il faut se rendre compte que les enfants à la maison, s'ils sont en milieu éducatif à temps plein, s'ils vont à l'école, sont pas là beaucoup, là, dans la maison. Donc, des fois, on se retrouve avec des maisons remplies, puis des enfants qui ont pratiquement pas de temps pour jouer à ça. Donc, ils ont, mais ils ont moins de temps pour l'utiliser. Donc, c'est vraiment c'est pas cohérent là en bout de ligne là. Moi, de façon, nous on avait beaucoup de matériel, on a encore beaucoup de matériel, mais on a aussi des enfants d'âge différents et tout. C'était de faire une liste de qu'est-ce que j'achèterais ou dans quelles actions je voudrais que mes enfants s'investissent. Puis ensuite d'aller magasiner dans ma salle de jeu parmi mon matériel que j'ai déjà. OK, j'ai besoin d'une sorte de bonhomme. Je sais pas moi, 4 camions, 8 casse-têtes ou je sais pas, ou un casse-tête de telle sorte, puis après le reste on l'a sorti. Donc on a fait notre liste sans être devant le matériel, parce que ce qui est difficile aussi pour un enfant, c'est de se mettre, bon là j'ai un bloc, là, c'est sûrement pas ce qu'il choisirait, là, ou je l'aime tellement mon bloc rose, de dire OK, oui, mais je l'ai, mais pourquoi je l'enlève? Dans le fond, je l'ai. En plus, ça m'a été peut-être donné, ce qui est pire encore, plus difficile à enlever. Donc, pourquoi est-ce que je l'enlèverais? Ben, ça peut être bon de le mettre juste dans un bac, puis d'attendre 6 mois, puis dans 6 mois, on n'a pas eu besoin, on le sort de la maison. Souvent, c'est souvent ce qui est proposé. Ou sinon, un livre, mais je me souviens plus quel est l'auteur, je le mettrai si tu veux le partager. Ce qu'elle disait, c'est trouver les contenants puis trouver le contenu après. C'est-à-dire, si je choisis que j'ai une étagère, puis que ça, c'est l'étagère pour mes livres, ben je la remplis avec mes livres, puis les livres qu'il y a de trop, ben ceux-là, je m'en départis. Donc, c'est juste les livres que je vais aimer. S'il y en a un autre, OK, que j'en ai un, quand finalement je veux lui, il faut que j'en enlève un. Donc, je choisis le contenant, je choisis le contenu après, parce que c'est pas, OK, je vais acheter une autre tablette pour mettre mes autres livres. Non. Là, tu vas te retrouver avec plein de choses. T'es pas supposé de racheter des bacs de rangement, là. Donc, c'est la même chose pour tous les jouets. Ben, tu peux garder ce qui rentre dans cette armoire-là. Ça peut être en rotation, ça peut être en permanent. Tu peux rentrer ce qui rentre dans ça, puis ce qui rentre pas, ben, on l'enlève. C'est vraiment intéressant. J'aime bien le concept du contenu avant, le contenant avant le contenu. C'est quand même très intéressant.
Allons-y, on va revenir on a fait une petite tangente d'épuration parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais on va revenir à la qualité des jouets. Quand je t'écoutais parler sur le Dollarama, moi, si je vais au Dollarama, là, mettons, je suis allée, là, puis là, c'est la folie de Pâques, les cocos, les lapins partout. Ce qui va attirer mon œil, puis ce qui va être cool pour moi, c'est le matériel avec des couleurs neutres, c'est-à-dire des couleurs beaucoup moins flash. Moi, tout ce qui est, tu sais, vous les voyez dans votre tête là, les couleurs des œufs de Pâques, là, tu sais, à quel point c'est agressant. Peut-être c'est parce que moi je suis hypersensible, mais j'en suis venue à vouloir que ma maison ressemble à une maison et pas à tu sais le McDo là, ou je sais pas comment dire là, la surabondance tout le temps de, encore une fois, son, lumière, couleur. Donc je vais aller vers du matériel qui est beaucoup plus atténué, toutes les couleurs un peu plus off. Beaucoup de beige puis de brun parce que c'est quelque chose qui est pas irritant pour l'œil. Du blanc, tu sais, vous voyez nos murs, hein, les deux, on est dans des genres de teintes de blanc beige là, tu sais. Fait que tout ce qui va être comme ça va être plus le bienvenu dans ma salle de jeu. Après ça, moi aussi, là, je perds le contrôle, puis j'ai des affaires qui rentrent chez nous que j'aurais préféré pas. Mais tu sais, on habite avec nos enfants, à un moment donné, il faut qu'il y ait un certain input sur le matériel, là. Mais j'ai quand même un œil critique, là. Tu sais, moi, les gens autour de moi savent que je suis gossante avec le matériel puis que j'accepte pas n'importe quoi, là. Tu sais, souvent, j'ai des textos. « Ah, j'ai vu ça pour Arnaud, est-ce que je peux y acheter? » Puis je suis comme « Ah, je m'excuse, j'aime pas ça, je veux pas. » Puis etc. J'ai appris à être habile quand je refuse des cadeaux. Ouais, je pense que toi aussi t'as des critères là. Qu'est-ce que t'as comme checklist avant de choisir un matériel? Toi, tu disais que c'était les couleurs qui t'agressaient puis que t'étais hyper sensible pour ça. Moi, c'est les sons. Chez nous, il y a des auditions avant de rentrer. Un matériel, quand je rentre un nouveau matériel, je vais lui faire passer une audition. Quel bruit il fait quand je le lance par terre? Quel bruit il fait quand je le range dans son bac? Puis quel bruit il fait quand je le cogne sur l'autre objet qui va probablement être qui vont probablement jouer ensemble. Puis c'est super important là. Les blocs de bois que j'ai derrière moi, bon là je les atteins pas, je les prendrai pas, mais c'est des blocs de bois où je les ai choisis pour le son. Quand on les cogne ensemble, ils font un peu un son de clave, là, vraiment d'une percussion. Donc, c'est agréable. Puis même si la construction s'écroule, c'est agréable. Évidemment, moi, j'ai beaucoup de choses pour atténuer aussi, c'est-à-dire mes bacs sont pas en plastique, ils sont généralement en osier. S'ils sont en plastique, il va avoir ce qu'on met là, antidérapant pour dans le fond des tiroirs, c'est super bon pour un peu atténuer les sons, ou il va y avoir juste un linge à vaisselle. J'ai des tapis au sol là où ils vont construire, comme ça quand ça s'écroule, ça fait un peu moins un gros son, mais pour moi, c'est super important les sons qui entrent dans ma salle de jeu. Les textures qui entrent dans ma salle de jeu parce que j'ai une grande hypersensibilité au niveau tactile. Donc, c'est certain que ce qui rentre, il faut que ça rentre dans certains critères. C'est-à-dire, puis encore, tu vois, je mets mes critères en premier. C'est dans l'autre podcast qu'on parlait de ça, du bonheur de l'éducatrice, puis l'éducatrice qui était bien dans son milieu. C'est important que moi, je sois bien dans ma salle de jeu. Donc, mes critères, je les connais. Je connais mes limites aussi. Puis, c'est correct que je les respecte pour avoir un milieu dans lequel je me sens bien pour pouvoir être bien avec les enfants. Si dans nos groupes ou si avec nos enfants, on a des enfants qui ont certaines hypersensibilités ou certaines autres préférences, ben c'est super important d'en prendre conscience puis d'aménager un milieu dans lequel il va avoir le moins de stress inutile possible. Puis ces petits stress-là sensoriels, là, c'est souvent des mini-stress, mais si vous les ressentez, ça finit par être vraiment beaucoup. Puis après ça, vous vous rendez compte, voyons, votre enfant est bien pas patient ou pas tolérant. Des fois, c'est comme ça. Oui, mais c'est parce qu'il est vraiment tanné que ça fasse 4 fois que la tour, quand elle tombe, ça fasse un bruit terrible. Des fois, c'est ça aussi à prendre en considération et aussi une des raisons pour lesquelles les jouets avec les piles sont souvent à retirer. Puis, comme tu disais, les couleurs neutres, des couleurs neutres, des couleurs qui vont apaiser. Oui, en arrière, c'est ça, j'ai des couleurs neutres. Les plantes aussi vont aider à apaiser. Tout ce que l'œil considère comme naturel habituellement est un peu plus apaisant. Donc, d'y aller dans ces teintes-là pour pouvoir
laisser de l'espace à l'enfant, laisser de l'espace pour ses réflexions aussi, parce que ça va aussi dans qu'est-ce qu'il y a autour de lui, dans toute l'ambiance, tout ce qu'on crée comme ambiance autour de l'enfant qui va avoir de l'impact sur la façon dont il va réagir. Mm-hmm. Je voulais te demander comment ton rapport aux jouets a évolué au fil des années, parce que comme on sait, t'as ton milieu de garde depuis 20 ans et plus, donc ça c'est quelque chose que je pense qui a beaucoup évolué pour toi. Est-ce que tu veux aller nous expliquer un peu à quoi ça ressemblait puis à quoi ça ressemble plus dans le choix du matériel? Ben, c'est-à-dire qu'il y avait deux choses, je dirais trois choses. Premièrement, quand on ouvre un milieu, souvent, pour la majorité des gens, j'ai l'impression, tout le monde a un budget limité. Il y a tellement de choses à acheter qu'on y va souvent dans des choses qui coûtent un peu moins cher. Les choses qui coûtent un peu moins cher peuvent être de très bonne qualité, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il faut faire des meilleurs choix. Puis souvent, on est un peu dans l'ébullition, on veut tellement de choses en même temps. C'est important de prendre un moment pour faire les choix à la base. Nous, on l'avait pas fait. Notre vision était, on avait un budget X, on allait dans les allées de grands magasins et on prenait pas mal tout ce qui nous intéressait, puis tout ce qui nous intéressait. Puis après ça, c'est ce qu'on avait. On était beaucoup dans le, par exemple, dans notre coin symbolique, on devait avoir 20 bacs différents définis. C'est-à-dire, il y avait le bac du fleuriste, le bac du médecin, le bac du garagiste, le bac pour... On avait toutes les sortes comme ça. Ce qui est plus le cas du tout aujourd'hui. Si tu veux jouer au fleuriste, si tu veux jouer au médecin, ben trouve des objets puis c'est maintenant tes outils. Donc, on en a beaucoup moins pour beaucoup plus d'utilisation. Donc, on avait beaucoup de ça. Donc, le budget, c'est sûr que ça a une implication. Ensuite, l'opportunité. Maintenant, avec le commerce en ligne, bien évidemment, on a accès à beaucoup plus de magasins. Donc, on est moins limité dans les endroits où on peut magasiner l'offre qu'on peut avoir. Dans un sens, ça fait qu'il y a souvent trop d'offres. C'est des fois difficile de faire des choix, de s'en limiter puis de pas se surcharger. Mais on a de l'occasion comme ça de pouvoir investir aux bons endroits. Puis le troisième, qu'est-ce que c'était mon idée que j'avais au début? Il y en avait trois, tu vas avoir une autre idée. Attends un petit peu. Ça va te revenir, je suis certaine. Oui, c'est ça. Mais c'était que on achetait un peu, j'ai l'impression encore, pour prouver qu'on stimulait les enfants, c'est-à-dire du matériel à usage défini, hein, que c'est écrit sur la boîte pédagogique. Puis c'est même écrit va aller stimuler tel truc. Ben des fois, quand tu es un peu moins solide dans ton interprétation du programme éducatif, quand tu es moins à l'aise avec les étapes du développement de l'enfant, ben c'est possible que tu te fasses un peu influencer par ça, par toute la stratégie marketing qu'il y a tellement derrière le matériel éducatif, quand finalement tu te rends compte que tu n'en avais pas besoin de ce jeu-là qui apprend les couleurs pour que ton enfant apprenne les couleurs. C'est un bon exemple, mais je pense aussi à tout ce qui est... ces temps-ci, on voit beaucoup de, tu sais, Montessori, le matériel de bois, les stratégies marketing pour nous vendre des affaires, ça devient, c'est une grande pression sur nous, sur nos enfants et sur toute la famille aussi. Tu sais, les gens ont l'impression qu'on exprime notre amour avec du matériel. Moi, c'est une conception que j'essaie de me distancer beaucoup depuis les dernières années dans mon chemin de la maternité. Mais il y a quand même tout ça. Tu sais, là, c'est vraiment la mode Montessori. Puis les jouets Montessori sont tellement plus cool que toutes les autres. Bon, on revient aux actions éducatives, aux actions que les enfants font. L'action de mettre quelque chose dans un pot, il va le faire avec ce jouet-là, mais il va le faire avec 46 autres jouets aussi, là, tu sais. Je dis souvent que la vie, c'est stimulant, la vie, c'est éducatif. Il y en a des opportunités dans un milieu sain, dans un milieu où il y a un adulte disponible. Là, les enfants vont se développer naturellement, peu importe les jouets. Je fais des guillemets en disant ça parce que il y a quand même des différences là. Si un enfant a aucun jouet à sa portée, ou tu sais si il y a juste tu sais des figurines de super-héros, tu sais ça se peut qu'il diversifie pas bien ses apprentissages, mais quand l'adulte a des bonnes intentions là, je veux juste clarifier qu'on n'est vraiment pas dans les violences là. Tu sais, on le sait là que du matériel de plastique, ça fait pas de dommages aux enfants là.
Oui, puis ça, c'est super important. Tu sais, les deux peuvent cohabiter ensemble, là. Et puis, il y a du très beau matériel de plastique aussi, puis ça a certains avantages, le matériel de plastique aussi, là. Ça se nettoie bien, ça va dehors, souvent c'est résistant, tu sais, c'est important de pas diaboliser aucune sorte de matériel. Puis, tu sais, c'est un peu comme quand on mange, là. On peut manger des fruits et des légumes, mais c'est correct d'aller, tantôt tu parlais du McDo, d'aller au McDo, là. C'est pas un problème dans une vie saine, là. Tu sais, c'est important de pouvoir voir un peu tout, mais de savoir que, OK, ben ça, c'est peut-être un peu plus de la camelote, mais c'est correct d'en avoir dans notre vie aussi, là. Puis encore, comme je disais, du très beau matériel de plastique aussi qui existe. Il y en a des choses, par exemple, à construire, c'est absolument merveilleux, puis c'est le fun, là. Donc, c'est important de pas diaboliser aucune sorte de matériel. Comme tu disais tantôt dans le Montessori, présentement, il y a beaucoup de choses qui sont nommées comme étant Montessori qui sont... Bon, des fois, c'est vraiment... On a étiré l'élastique, là, sur si c'était du Montessori ou pas du Montessori, ou des choses qui... OK, oui, je peux comprendre, mais non, tu aurais tellement pu le faire autrement. Je regardais encore cette semaine des planches avec des boutons pour que l'enfant apprenne à boutonner sur un cadre. Mais oui, mais il va dehors, on est au Québec, il va aller dehors s'habiller, je sais pas combien de fois dans sa semaine. Il boutonnera, il attachera ces choses à ce moment-là s'il est rendu à cette étape-là dans sa vie. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir un jouet pour ça? Comme tu disais, mettre des choses dedans, oui, c'est cute. Même moi, j'en ai un truc où on met dans les fentes. Mais oui, mais il peut faire ça sur des tonnes d'autres choses, tu sais. Mais c'est ça. Des fois, c'est beau, puis l'objet était beau, puis tu l'as rentré dans ta maison, puis là, t'es pris avec. C'est ça. Je pense que juste un juste milieu, c'est souvent ça, hein, le juste milieu, l'équilibre. Mais je pense qu'on gagne à, premièrement, enlever du matériel. Ouais. Deuxièmement, à avoir du matériel ouvert versus fermé, qui va aussi nous permettre d'en enlever, parce que, comme je disais, là, ça a plusieurs opportunités. Souvent, moi, du matériel chez nous, là, tu sais, mettons, des amis à mon conjoint qui viennent à la maison, là, tu sais, qui sont vraiment pas dans l'éducation du tout. Hey, qu'est-ce qu'ils font avec ça, les enfants? As-tu 30 minutes? Dans le sens, ils savent pas, les gens savent pas à quoi ça sert. Oh, ça, c'est un signe que c'est un bon matériel. Ouais. C'est-à-dire, il y en a pas d'usage défini. L'enfant peut faire qu'est-ce qu'il veut avec. C'est ça, la beauté de la patente. Oui. Puis tu sais, même un adulte, par exemple, si j'ai un petit anneau là qui est super le fun pour des bébés, parce que tu peux avoir de la belle préhension, tu peux le manger, qui est le fun pour les grands aussi, ils peuvent attacher des trucs ou faire ça devient à peu près n'importe quoi, ou même cuisiner avec. Mais ça là, justement, tu parlais avec des amis, mets ça sur la table là, devant des adultes qui sont en train de jaser, c'est sûr qu'il va se faire manipuler de 40 millions de façons différentes, même par des adultes qui vont le manipuler sans s'en rendre compte, qui vont le faire tourner, qui vont se le rentrer d'un doigt, qui vont se le passer. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. Puis ça aussi, ça peut être une bonne façon, même dans une rencontre avec des parents, si tu es en milieu éducatif, là, tu sais, de montrer c'est quoi le matériel aussi qu'on peut utiliser, là, tu sais. Mais même comme adulte, si vous rentrez, comme parents, si vous rentrez des nouveaux jouets, du nouveau matériel à vos enfants dans la maison, je suis presque certaine que vous aussi, vous allez trouver d'autres utilisations. Ou si votre enfant trouve pas d'utilisation, je sais pas moi, pour le tissu ou pour le bac, ben vous pouvez faire ensemble un jeu de OK, on va trouver 10 façons différentes de l'utiliser. Puis là, à ce moment-là, ça va peut-être donner la puce à l'oreille pour qu'ils puissent aller s'investir dans des jeux. Que vous puissiez aller faire le souper. Oui, exactement. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de beau à sortir de ça, sans démoniser les garderies, on va dire, plus traditionnelles. Il y a vraiment du beau parce qu'on ajoute beaucoup de l'enfant maître de sa vie, de son quotidien. Tu sais, on ajoute toute la composante de leadership, d'empowerment. L'enfant est le maître de son quotidien. Au lieu de jouer beaucoup à reproduire, les enfants vont aller beaucoup plus loin. OK, là, j'ai une idée de, par exemple, jouer au garage. Ben là, ils vont aller chercher des trucs, ils vont s'installer, ils vont avoir des idées, le jeu va évoluer. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau, par exemple, à l'enfant qui construit son garage que l'enfant qui joue dans un garage tout fait. Je sais pas si j'exprime bien la différence entre les deux. C'est le même jeu. Mais il y a tout le beau d'avoir été chercher tout le projet, de voir au-delà du physique, du matériel, puis de
de juste voir les opportunités que ça m'amène. Mais j'ai l'impression que c'est aussi avec l'évolution de la vision de l'enfance. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des enfants dociles qui vont jouer au jeu que tu as choisi puis qui feront pas trop de vagues parce qu'ils vont être assis à table en train de jouer au jeu que tu as choisi. Puis tu sais, un enfant, là, ça veut tellement le regard de son adulte puis la valorisation de son adulte que si ce que tu lui renvoies, c'est si t'es assis, si t'es sage, si tu fais ce que je te demande, c'est ça qui est bien, la majorité des enfants vont le faire. Tandis que si ce que tu envoies, c'est j'ai confiance en toi, tu as de l'espace pour prendre des initiatives, c'est beau ta créativité, puis c'est le fun que ta personnalité soit unique, ben c'est aussi vers ça qu'ils vont s'en aller. Puis j'ai l'impression que ça va développer beaucoup plus de compétences affectives, beaucoup plus de compétences sociales, beaucoup plus de compétences pour la vie que juste d'attendre que l'adulte te dise quoi faire. Ou que le jeu te dise quoi faire. Exactement. Je pense que quand on rentre dans nos milieux, le mien ou le tien, peut-être que ça fait charger. J'ai pas envie de dire charger. Il y a beaucoup d'opportunités. On va dire comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités pour du bordel aussi. Hein. C'est quelque chose qui peut faire peur. C'est que le matériel à usage non défini, ça se jumelle entre les bacs. Tu sais, on est loin là de la prématernelle de mon enfance. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent encore comme ça, où tu sors un bac, tu ranges le bac, tu retournes et tu prends un autre bac. Tu sais, tu peux pas mélanger le matériel dans nos constructions. Bon, je pense que chez toi ou chez moi, les bacs se mélangent beaucoup. C'est-à-dire, j'ai une idée comment je peux rajouter des bonbons d'Halloween dans mon scénario. Ben là, ce sera les blocs. Après ça, ramène ça. Tu sais, ça fait beaucoup d'opportunités pour du bordel, mais les enfants se développent dans le bordel. À un moment donné, je pense qu'il faut l'accepter un peu, le bordel. Oui. Puis, The Curiosity Approach disait c'est des résidus de jeu. Puis ça, c'est tellement beau parce que oui, c'est ça. Oui, il y a plus de désordre parce qu'il y a eu plus de jeux, parce qu'il y a eu plus d'initiatives, parce qu'ils ont osé prendre des risques cognitifs, parce qu'ils ont bougé, parce qu'ils ont été en relation entre eux. Donc oui, il y a plus de désordre parce qu'il y a eu plus de jeux, plus de mise en action. Donc, c'est vrai que ça fait un peu plus. Puis c'est vrai que si, comme tu disais, si toi, ton expérience était des jeux plus fermés à la base, ça prend vraiment une certaine prise de conscience pour passer à autre chose. Nous, dans notre famille, on a été élevés en matériel libre et polyvalent. On avait déjà des blocs, on avait déjà des tissus, on avait déjà des trucs. On avait beaucoup de matériel libre et polyvalent dans notre salle de jeu. Moi, mon jeu préféré quand j'étais un enfant, mais vraiment préféré, c'était les bobines de fil de ma mère, où il y en avait des grosses, il y en avait des petites, il y en avait de différentes couleurs. Puis l'armoire qu'il y allait avec. Pour faire des bonhommes, puis ça, j'en avais des bonhommes dans vraiment de genre de Mickey Mouse et tout dans ma salle de jeu, mais ces bobines de fil-là, pour moi, dans mon souvenir, c'était clairement mon jeu préféré. Clairement celui qui m'amenait le plus, tu sais. Donc, c'est certain que quand je mets maintenant du matériel libre et polyvalent aux enfants dans ma salle de jeu, je me souviens aussi d'à quel point est-ce que je pouvais m'investir avec ce matériel-là. Donc, déjà, c'est plus facile peut-être d'aller voir qu'est-ce que ça apporte. Je voulais juste amener une petite clarification sur Curiosity Approach, qui est une page Facebook et Instagram que nous deux, on adore, vraiment à aller voir. C'est des garderies plus en installation qui ont sorti tous les jouets. Ils n'ont plus aucun jouet. Ils ont du matériel de la vraie vie seulement. Et c'est beau que c'est beau que c'est beau. Allez voir ça. Curiosity Approach. Mon accent est terrible, là. Curiosity Approach. Je suis pas capable de le dire. C'est super beau, puis surtout c'est qu'ils démontrent bien puis expliquent bien pourquoi ils font les choses. Puis il y a beaucoup de démonstrations aussi de comment un milieu, parce qu'ils font beaucoup d'accompagnement auprès des milieux, comment un milieu était avant, comment il l'est maintenant, puis vraiment de quelle façon ça a changé leur quotidien puis la dynamique de groupe. Parce qu'on fait pas juste ça pour que ce soit beau, là. On fait ça parce que ça a de l'impact sur la façon dont les enfants vont jouer, la façon vont réagir, dans la façon dont l'adulte va être en relation avec aussi, dans la collaboration, dans le partenariat adulte-enfant. Donc, c'est tout ça qu'on veut aller chercher. C'est-à-dire créer un cadre qui va être riche, mais qui va être harmonieux, qui va être invitant pour les enfants, où ils vont pouvoir justement aller s'investir dans leur petite enfance puis vivre leur petite enfance sans nécessairement être surchargés, puis sans vivre leur petite enfance pour atteindre tel but là écrit sur un papier là qu'il faut que tu coches là. On accompagne leur petite enfance, on accompagne leur développement, on accompagne leur jeu pour leur vie, pas juste pour être prêt pour la maternelle.
Mhm. C'est un challenge que je vois passer aussi de temps en temps de sortir, tu sais, de vider la salle de jeu. Ouais. Juste voir ce que ça fait pour les enfants. C'est pas tant quelque chose que je recommande, mais juste comme, tu sais, mettons, tu vas souper chez tes parents, là, puis tes enfants, ils en ont pas de jouets, là, puis bon, cette journée-là, t'étais parti vite, t'en as pas amené de sac de jouets. Ils vont finir par jouer pareil, puis peut-être que ce sera difficile, mais on dirait que on sous-estime un peu leur capacité de jeu. Hein? Le jeu, c'est le travail de l'enfant. Il va jouer. S'il est bien, s'il est en paix, là, il va jouer. Après ça, bon, les opportunités, je pense que dans notre génération, on est un petit peu trop de jouets tout le temps. Ça y prend des jouets pour jouer. Pas tant. Non. Honnêtement, là, moi, j'ai des grands souvenirs aussi de jouer dans l'armoire de Tupperware de ma mère. Puis, et que j'avais des heures et des heures dans l'armoire de Tupperware. C'est vraiment, vraiment riche aussi. Mais tu sais, sinon, sans vider la salle de jeu, une façon facile d'offrir des opportunités comme ça, c'est juste aller dehors à un endroit où il y a pas de jeu. Pas de parc, pas de module, pas rien. Juste un endroit. Puis les enfants vont se mettre en action, là, puis vont aller explorer. Puis ils vont, justement, comme s'ils ont contact avec plusieurs fois le même endroit libre, vont pouvoir aller faire évoluer leurs initiatives aussi, puis commencer à avoir des planifications qui sont un peu plus grands. Devant quelque chose où il y a rien théoriquement, mais il y a plein de choses, parce que juste ses mains, il peut faire tellement de choses avec sa voix, avec son corps. Il n'a pas nécessairement besoin. Je regardais une vidéo sur Instagram cette semaine d'une petite fille qui, je sais pas, dans un spectacle ou est sur un banc en tout cas, puis elle a rien pour jouer sauf sa doudou. Puis ben elle enlève son soulier, puis son soulier et son bébé, puis elle la couche, puis elle la berce, puis elle s'en occupe, puis elle avait rien pour jouer, elle s'est trouvé quelque chose pour jouer parce qu'un enfant ça veut jouer naturellement. Donc ça va trouver des façons de jouer de toute façon. J'ai envie d'ajouter un bémol parce que j'ai un enfant TDAH opposant. Pour qui le jeu est un défi. Il faut toujours faire attention quand on parle de ça des enfants. Si on parle d'un enfant typique, tu sais, d'un enfant de livre là, qui se développe comme dans les livres, là, il y en a quand même une majorité. Mais il faut faire attention sur les enfants à défi qui vont peut-être avoir des besoins de soutien différents, des besoins de matériel différents, des besoins d'accompagnement différents. Donc, c'est important quand on lit quelque chose ou quand on entend quelque chose de toujours se dire, probablement qu'on parle pour ces enfants-là typiques là qui se développent là avec l'air du temps là. Mais les enfants qui vont avoir besoin particuliers vont probablement avoir des défis particuliers et des façons différentes qu'il va falloir mettre en place. Effectivement. Puis moi, j'ai toujours dit que mon enfant carbure à la nouveauté. Puis c'est quelque chose que je vois chez les enfants TDAH tout le temps, même les adultes TDAH. C'est-à-dire qu'il aime apprendre des nouvelles choses. Donc, pour lui, le hockey, là, il a aimé ça là, les 2 premières semaines. Mais une fois qu'il a trouvé comme j'ai fait le tour, c'est beau, je l'ai fait. Fait que ça, c'est valable pour tous ces maudits jeux. Et peu importe le matériel ouvert, le défi de mon fils, ça a toujours été le jeu libre. Ça vient pas contredire ce qu'on vient de dire là en général les enfants, mais si toi t'as un enfant à défi chez toi ou même tu sais à 2-3 ans là, ils ont jamais de diagnostic, mais des fois tu le sais dans ton cœur que c'est un enfant à défi, ton expérience est plus dure que celle de la moyenne des parents là. Ça se peut que toi va falloir que tu encodes un petit peu plus sa salle de jeu, ses jeux. Une façon que j'avais fait moi dans mon groupe avec un enfant justement qui avait de la difficulté au niveau du jeu libre justement parce qu'il y avait certains défis, c'était d'y offrir des défis, c'est-à-dire d'y offrir des projets, c'est-à-dire d'y offrir certaines idées. OK, peut-être que tu pourrais faire le plus grand serpent du monde entre cette porte-là puis la porte d'en avant. Là, avec quoi? Ça te regarde. Et investis-toi dans un projet. Mais je t'ai donné une espèce d'objectif à atteindre. Ou peut-être que tu pourrais organiser une fête pour ta poupée. Ou peut-être que tu pourrais essayer de voir le plus de façons que tu es capable de faire des soleils de façon différente, en dessin, en pâte à modeler, peu importe. Donner certains objectifs comme ça. Pas un enfant de 2 ans, là, vous réussirez pas, mais un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, offrir certains objectifs. Moi, c'est dans une boîte, là, j'ai ça juste ici à côté. Par exemple, moi, j'ai une boîte que j'utilise pas nécessairement toujours. Là, d'ailleurs, je sais même pas ils sont où exactement ces cartes-là présentement. C'est plein de cartes dedans. Ils sont disponibles sur ma boutique d'ailleurs en gratuité. C'est plein de cartes d'objectifs.
qu'on peut proposer à l'enfant. Soit il en pige une puis il a fait, soit il a choisi, soit on lui en donne une. Regardez c'est quoi la collaboration que vous avez avec votre enfant puis de quelle façon vous voulez mettre ça en place. Mais ça peut vraiment aller aider, aller inspirer l'enfant qui a pas d'inspiration. Parfois, il va vraiment aller faire qu'est-ce qui est sur la carte, ou parfois, ça va lui donner d'autres idées. Peut-être que c'est pas une fête pour la poupée, lui, qu'il voulait faire, mais peut-être qu'aller faire le Noël des dragons, c'est super chouette, puis il va aller se mettre en place. Donc, c'est pour aller donner certaines petites idées. C'est comme des mini-invitations où l'enfant va pouvoir aller se mettre en action sans que tu fasses pour lui, sans que tu lui dises exactement quoi faire, mais qu'il avait besoin d'une petite étincelle de plus que tu es capable d'aller lui amener. Donc, des fois, ça l'aide à accompagner le jeu libre. Ben merci Marie-Ève, c'était vraiment une discussion super intéressante encore une fois, puis j'invite les gens à aller te suivre sur ta page Facebook chez Manon et Marie-Ève Baudry. Vous publiez à tous les jours là, des belles idées d'intervention et d'activités, fait que j'invite tout le monde à découvrir votre page. Bien, merci Marie-Michel. Bonne journée.